et j'ai fait face parfois à des choses un petit peu complexes où il a bien fallu que je m'adapte. J'ai pris conscience en fait qu'on avait beaucoup plus de ressources que ce qu'on pouvait imaginer en nous sans le savoir, et que quand on était face à l'adversité et au fait de ne pas avoir d'autre choix que de trouver une solution, et ben on en trouvait toujours une. Eh ben c'est parti alors. Salut Béatrice, bienvenue sur le podcast. Merci Loïc, bonjour à toi. Un grand, grand merci pour ta flexibilité et surtout pour ta disponibilité, puisque pour la petite histoire, il est, si je me trompe pas, 5h45 chez toi en Nouvelle-Zélande. Ouais, tout à fait. Le soleil n'est pas encore levé Waouh! en plus puisque c'est l'automne ici, donc c'est la nuit noire. Ah oui, exact. Ah oui, j'y avais même pas pensé. Ah oui, oui. Ah oui, effectivement, oui, l'autre hémisphère. Eh ben écoute, merci beaucoup, quelle détermination, tout ça pour un podcast sur les frappés. C'est super sympa en tout cas, nous consacrer un peu de ton temps pour, nous partager, ton parcours, et je te propose peut-être de commencer par ça, nous expliquer ce que tu fais et comment tu en es arrivé là? Bah, oui, avec plaisir. Je m'appelle Béatrice, j'ai 32 ans, je suis belge et comme tu, l'as bien précisé, actuellement en Nouvelle-Zélande depuis, bientôt 1 an et demi. Ça fait plus ou moins 5 ans que, j'ai un peu quitté une vie, métro boulot dodo, on va dire, par étapes. Auparavant, j'étais en CDI à Paris dans une galerie d'art, pendant 5 ans, et puis il y a eu un jour où, pour, des tas de raisons différentes, j'ai décidé de quitter, ce poste, ce job, de quitter Paris, de rentrer, chez moi. J'avais une petite idée en tête qui, a commencé à germer et à devenir tellement importante que c'était impossible de de l'ignorer. Et celle-là, c'était de partir, marcher, jusqu'à Compostelle. Au OK. départ donc, de mon petit village, au centre de la Belgique. Et c'est un peu comme ça que tout a commencé puisque, je suis partie, marcher pendant au final, 4 mois, parce que, j'ai l'art de pas vouloir, prendre, des lignes droites, et donc j'ai fait quelques détours aussi sur la route. Donc j'ai marché plus de environ 3 000 kilomètres, à travers la Belgique, la France et Waouh! l'Espagne. Et c'était vraiment une expérience, incroyable. Enfin, j'ai encore, je pense, des étoiles dans les yeux aujourd'hui quand j'y pense parce que, c'était vraiment incroyable, autant au point de vue, des paysages que j'ai pu voir, des personnes que j'ai pu rencontrer, puis moi, de ce que j'ai pu, découvrir de moi-même, et l'expérience de la marche, longue distance est vraiment quelque chose qui m'a plu, mais qui a révélé aussi quelque chose en moi. Enfin, il y a quelque chose de, heu, ça va au-delà de simplement, la randonnée. C'est vraiment, une expérience totalement différente, tant d'un point de vue de l'espace et du temps, parce qu'on a vraiment le temps de se rendre compte que la marche, c'est un un moyen de transport lent, et on redécouvre un peu tout. Heu, donc voilà, enfin ça a un peu, chamboulé, on va dire ma vie, parce que quand je suis rentrée, j'ai eu beaucoup de mal à reprendre un mode de vie, normal, on va dire, même si, Ouais. j'aime pas trop ce mot, mais donc en tout cas retourner, dans un boulot, 9-17, du lundi au vendredi, sans bouger, c'était un petit peu difficile. Et donc de là, ça s'est un peu enchaîné. En fait, j'ai recommencé à travailler, parce que j'en avais le besoin tout simplement, et puis je me suis rendue compte que ça me convenait pas, et donc je suis repartie une première fois, puis je suis revenue, puis je suis repartie, et puis je pense qu'aujourd'hui, j'ai accepté le fait que, eh ben, c'était peut-être devenu, ma vie, en tout cas mon mode de vie, de partir comme ça marcher, et donc actuellement, j'essaye un peu de réfléchir justement, à comment, maintenir ça sur le long terme, et à essayer d'en faire un projet un peu plus concret, puisque là, pour le moment, c'est simplement des expériences qui se juxtaposent les unes après les autres, sans qu'il y ait vraiment, un objectif en soi. Mais il faut bien se rendre compte qu'au final, ça fait quelques années que je marche, et que donc c'est sans doute devenu mon activité principale. Excellent, et petite question, qu'est-ce qui fait que ça a été, Saint-Jacques-de-Compostelle, la 1re longue itinérance? Alors ça, c'est une bonne question. Figure-toi que ça fait plusieurs fois que j'essaye de me rappeler comment m'est venue, cette idée, et en fait, j'arrive pas à trouver, l'origine.
Je te dis, c'est OK. vraiment une petite graine qui s'est plantée un jour en moi. Sans doute que j'ai dû, lire quelque chose à ce propos ou rencontrer quelqu'un qui l'avait fait et qui m'en avait parlé, mais je me rappelle plus exactement d'où c'est venu. Simplement, c'est une idée qui, a vraiment grandi de plus en plus et en fait, à un moment, ça devenait, alors je vais pas dire obsessionnel parce qu'il y a un aspect négatif si je dis ça, mais vraiment, j'y pensais tout le temps et je me disais: «Non, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse». Je commençais à me renseigner. Ce qui est intéressant avec Compostelle, c'est qu'en fait, il y a pas un seul sentier, c'est vraiment une espèce Ouais. de toile d'araignée qui se tisse à travers l'Europe et j'aimais bien cette idée de partir de chez moi. Et donc j'ai commencé un peu à regarder les différentes possibilités. Voilà, il y a 4 grands itinéraires en France, lequel je vais choisir, comment le rejoindre, en Espagne, par où je vais passer, est-ce qu'il y a des lieux particuliers que j'ai envie de visiter? Enfin voilà et donc c'est à force de me renseigner, c'est devenu tellement, concret en fait, que je me suis dit: «En fait maintenant, bah, il faut juste que je le réalise» Mmh. et voilà et c'était une bonne première expérience parce que, d'un point de vue, on va dire, logistique, c'est très facile. Heu c'est-à-dire que c'est des chemins, balisés avec énormément, de possibilités de logement sur la route. On ne doit pas trop se soucier du ravitaillement. C'est pas compliqué d'un point de vue technique. On rencontre plein de gens. Donc c'est assez évident, à mettre en œuvre. Heu et oui, je sais pas quoi te dire plus que simplement c'était une évidence. Je te posais la question parce qu'au moment où ton épisode, maintenant que ton épisode est disponible, ça fait déjà du coup quelques semaines qu'on a l'épisode de Jeanne Fauquenot qui est sorti et qui, elle aussi est une marcheuse, au long cours, et qui a elle aussi commencé par Saint-Jacques-de-Compostelle et qui nous expliquait que, en fait exactement ce que tu viens de nous dire, que logistiquement c'est assez peu contraignant. Il y a pas mal de similitudes entre ce que tu as décrit et ce qu'elle nous a partagé, notamment sur le fait qu'elle a fait de longs détours. Je crois qu'elle a fini par faire, je crois que ses détours étaient en Espagne essentiellement, quelque chose comme 2 400 kilomètres et elle parlait aussi de la réappropriation du temps, enfin des choses que tu as mentionnées, donc c'est vachement intéressant de voir que, j'ai l'impression qu'en tout cas pour vous 2, ça a été le la porte d'entrée dans l'univers de l'itinérance, de la marche au long cours. Ah mais c'est super d'entendre ça. Écoute, je j'irai écouter l'épisode, ça m'intéresse. Mais, en plus, oui, il me semble que oui, je vois un peu qui c'est, de loin, et ce serait intéressant d'entendre, son vécu par rapport à ça et son expérience. Mais oui, je pense que enfin, c'est des choses assez, flagrantes pour toutes les personnes qui marchent, justement sur des longues distances, et il y a un peu toujours ces mêmes, thématiques qui ressortent. Mais donc très intéressant. Merci, Ouais. Et alors, peut-être sur la partie, avant qu'on parle de la marche et de ce que tu fais, actuellement en Nouvelle-Zélande, sur la partie, changement justement, puisque tu disais que, voilà, tu étais dans un environnement où tu avais un emploi entre guillemets «classique». Comment est-ce que tu as accepté le fait que, ça ne te correspondait plus et comment est-ce que tu as osé franchir le pas et changer un peu ta vie? Heu, alors ça n'a pas du tout été, du jour au lendemain. OK, Donc ça faisait 5 ans que j'étais dans le même poste, qui me plaisait beaucoup d'ailleurs, et bon simplement voilà, travailler 5 ans dans une petite structure, hein, à partir d'un moment où on commence à avoir fait le tour, à avoir d'autres aspirations, à vouloir continuer ouais, à découvrir, et à apprendre et donc j'ai d'abord, j'avais simplement l'idée de changer de job au début, et donc j'ai commencé à chercher, mais j'avais une idée très spécifique de ce que je voulais et alors est-ce une chance, une malchance? Ça a peut-être été une opportunité, mais j'ai pas trouvé ce que je voulais, ça marchait pas, là où je postulais, j'avais pas de réponse et puis il y avait pas je travaillais dans le domaine de l'art, et de la culture, donc c'est pas un domaine où, il y a énormément non plus de possibilités. Hem et donc quand cette idée de Compostelle est venue, bon déjà ça a pris du temps puisque je t'ai dit c'est une petite idée qui a germé ouais, et qui à un moment, est devenue très importante et donc je l'ai concrétisée. Mais donc à ce moment-là, j'ai prévenu mon employeur que j'allais partir et ça on s'est mis d'accord pour faire une rupture à l'amiable, hein, une rupture conventionnelle, et du coup, il y a eu plusieurs mois entre le moment où je lui ai annoncé et le moment où je partais parce que je voulais pas justement partir du jour au lendemain, je voulais que ça se passe bien. Donc ça déjà, c'est une première chose, ça a pris du temps et puis, à la base, je pensais revenir, après, ces 3-4 mois,
et simplement retrouver un job et continuer ma vie. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé dans un premier temps. Je suis rentrée à Bruxelles et je me disais, bon, ben, ok, ça va bien se passer. Et puis, entre-temps, j'ai postulé pour un PVT au Canada, donc un permis OK. vacances-travail, qui est ce visa d'une année pour les Belges. Les Français ont 2 ans, mais pour les Belges, c'est une année, où donc on peut se rendre au Canada et on a la possibilité de travailler. C'est un visa pour le Canada qui est sur tirage au sort, parce qu'il y a un quota, donc il y a un certain nombre de visas qui sont délivrés chaque année. Et comme il y a plus de candidats que de visas, il y a un tirage au sort. Et en fait, j'ai reçu la réponse. Alors, pour pas que je me trompe chronologiquement, mais je pense en fait que j'avais postulé. euh, Ah non, attends, excuse-moi. En y réfléchissant, en te le racontant maintenant, en fait, c'est pendant que je cherchais un autre job que j'avais postulé pour ce PVT à Canada en me disant si ça marche pas, je partirai. Puis j'avais pas eu de Mmh. réponse. Quand j'ai décidé de partir faire Compostelle, j'ai reçu la réponse une semaine avant de partir en fait. Ah oui. Donc ça, enfin voilà, c'était et l'avantage, c'est qu'une fois que tu reçois la réponse, en fait, tu as encore une année pour décider de partir. Et OK. donc à ce moment-là, je me suis dit: «Je vais pas y penser, j'ai un projet en cours, on va d'abord, concrétiser ça et profiter de ces 4 mois». Heu et donc en fait, quand je suis rentrée, je me suis dit: «Bon, beh, parfait, j'ai pas tellement envie de retourner dans un boulot normal et ben, je vais partir au Canada puisque j'en ai la possibilité». Heu, donc là, c'est la 1re fois où, mais de nouveau, c'était pas dans un objectif de long terme. Heu, donc à chaque fois, c'est des choses qui se sont passées où je me suis dit: «Oui, c'est quelques mois». Mmh. Donc je suis partie au Canada. Au Canada, j'ai énormément, randonné, à droite à gauche. Enfin, je suis vraiment passée, de l'ouest à l'est, Colombie-Britannique, Yukon, Québec. Enfin voilà, je me suis fait plaisir. Et là, cette fois-ci, je suis rentrée à Bruxelles et je me suis dit: «Non, mais bon, allez, maintenant c'est fini, il faut passer aux choses sérieuses». Il y a toujours un peu on a cette image de la société qui veut qu'on soit dans une case, qu'on fasse les choses dans l'ordre. On fait des Ouais. études, on trouve un boulot, ah, c'est un CDI, on s'installe, enfin voilà. Et donc je pense que j'ai mis du temps à un peu déconstruire ça et à me dire que, ben, c'était pas le seul chemin possible. Donc je suis rentrée à Bruxelles, en me disant: «Cette fois-ci, c'est la bonne, je m'installe». J'ai complètement changé de domaine, de boulot et en fait, j'ai pas du tout trouvé quelque chose qui m'épanouissait. Donc j'ai travaillé 6 mois dans une première boîte et puis j'ai trouvé un contrat d'1 an dans une autre, là, c'était une association, donc je passais du côté, de l'autre côté de la barrière, on va dire. Et ça me plaisait pas. Enfin, au fur et à mesure où les jours passaient, je me disais: «Non, mais c'est vraiment pas ça, il y a plus rien qui m'inspire». Je pensais qu'à une seule chose à chaque fois, que j'avais des vacances, je partais marcher, et j'avais toujours cette idée en tête, de la Nouvelle-Zélande puisque c'est aussi un pays où il y a un PVT et surtout où j'avais entendu parler de quelques années auparavant quand j'étais, je pense que c'était au Canada la première fois que j'ai découvert ça. J'avais entendu parler du Te Araroa, qui est donc la raison Ah, pour le laquelle je suis fameux. venue en Nouvelle-Zélande, voilà, le fameux. Heu et en fait, alors je digresse un peu, je me rends compte, pour répondre, on reviendra sur le Te Araroa après, mais pour répondre à ta question, je pense que c'est vraiment ici en Nouvelle-Zélande, avec un peu tout ce que j'ai mis en place, et tout ce que j'ai vécu aussi, que je me suis rendu compte et que j'ai fini par accepter que, et ben, en fait, j'avais pas besoin de rentrer dans les cases. Et si, un boulot, on va dire «normal» entre guillemets, ne me convenait pas, c'était pas grave et je pouvais moi trouver, la la façon qui me convenait, de vivre et de gagner de ma vie. Et c'est évidemment pas simple. Enfin, je te disais, je pense avant qu'on commence l'enregistrement, que voilà, j'essaye pour le moment de réfléchir à comment faire en sorte que ça marche sur le long terme. Mais c'est, voilà, c'est ici vraiment, il y a, je sais pas, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour la Nouvelle-Zélande et il y a une ambiance, quelque chose qui se passe qui me fait dire que, bah oui, en fait, j'ai le droit de de vivre les choses différemment et de créer des projets qui justement m'épanouissent, me rendent heureuse. Et c'est pas grave si ça correspond pas à l'image que la société a de, heu, un trentenaire qui devrait, être bien installé, dans sa Ouais. vie. Et donc voilà, mais c'est vraiment pas quelque chose qui s'est passé du jour au lendemain, c'est par petites touches. Je te dis toujours
cet objectif de revenir dans la vraie vie. Et enfin, en le disant, je me rends compte à quel point c'est un peu idiot. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vraie vie et de fausse vie. Il n'y a pas Ouais. quelque chose qui. Enfin, donc mais on est tellement, oui, façonné dans un certain modèle de société enfin, surtout par rapport au travail. Euh, donc voilà, c'est encore quelque chose qui est en construction. D'ailleurs, je pense que ça se sent dans ma réflexion qui n'est pas forcément linéaire, qui part dans tous les sens. Mais oui, c'est important, je pense, de se dire, bah, c'est pas forcément du jour au lendemain. Il y a des gens pour qui ça marche, hein, des gens pour qui c'est vraiment Ouais. une fracture immédiate. Et pour moi, c'est pas du tout ça. C'est vraiment un cheminement. Et c'est peut-être pour ça que la marche me convient bien, et surtout la marche au long cours, parce que, enfin, c'est une comparaison assez banale finalement, mais j'ai vraiment l'impression que c'est ça, c'est un chemin. Bah, il y a des hauts et des bas, il y a des moments où on se perd, on sait plus trop, et puis il y a des moments où ça va super bien, et on avance et tout paraît évident, et, et donc oui, ça prend du temps, mais au final, ça se construit petit à petit, et c'est pas forcément la destination qui importe le plus, c'est aussi la façon d'y arriver. Mmh. Oh, c'est un beau message ça. C'est un beau message. En tout cas, c'est super, c'est à la fois, énergisant, rafraîchissant et surtout très inspirant de voir que, enfin cette notion d'acceptation, tu vois, que tu as évoquée plusieurs fois. Et c'est vrai que pour en avoir, discuté avec quelques invités, des amis autour de moi, avoir moi-même des réflexions, tu vois, sur, l'épanouissement au travail, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin la notion même de travail dans notre société. C'est juste génial de voir que toi, tu as voilà, petit à petit, petit pas par petit pas, tu as appris à t'écouter et à accepter le fait que, les cases classiques, pour toi en tout cas, ça correspond pas, nécessairement et que, voilà, tu vis ta vie, alors j'aime pas trop dire différemment parce que, en fait, tu vis une vie qui est la tienne, qui est pas une vie qu'on essaie de nous faire, voir comme étant tu vois, la voie classique ou la voie royale par rapport aux études que tu as fait, ta famille, ton pays et cetera, donc c'est super inspirant. En tout cas, moi, ça me donne envie d'en savoir plus sur, comment tu t'organises aujourd'hui. C'est-à-dire que tu évoquais quelques projets, le fait de pérenniser, ton ton activité, autour de la marche. Donc à quoi est-ce que ça ressemble, aujourd'hui, quelques années après t'être lancé sur le chemin, vers ta nouvelle vie? Aujourd'hui, c'est pas du tout encore, je finance mes marches grâce à une activité qui est liée directement à la marche. Actuellement, c'est OK. plutôt, je fais, des jobs saisonniers. J'épargne un maximum pendant, 2-3 mois, pendant lesquels je réfléchis aussi à un projet que j'ai envie de mettre en place, et puis après, une fois que la saison est terminée ou une fois que le moment est venu, je pars, et puis, les sous que j'ai pu mettre de côté, je les utilise, à la concrétisation, de ces projets. Alors je dis ça, mais c'est très récent, puisque je te disais que vraiment le moment où j'ai commencé à accepter l'idée que je voulais rester, sur le long terme enfin, voilà, dans ces projets de marche, c'est depuis la Nouvelle-Zélande. Et donc ce n'est que depuis, on va dire, 1 an et demi que, Mmh. que ça mais on va dire qu'actuellement, c'est tout à fait le cas pour le moment. Donc je suis venue en Nouvelle-Zélande pour faire le Tiararoa. Je n'étais pas censée rester en Nouvelle-Zélande, mais il y a une toute petite pandémie mondiale qui a un peu chamboulé, les plans de tout le monde. Alors je ne vais pas me plaindre, parce qu'en ce qui me concerne, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque, en Nouvelle-Zélande, on est assez épargnés. Donc avoir la possibilité de rester ici, c'est génial, mais je vais pas m'étendre là-dessus, parce que ce serait, un petit peu, comment dire? Pas sympa de ne pas penser à mes compatriotes et amis en Europe Ouais. qui ont bien du mal. Donc voilà, je pense à vous, et je suis de tout cœur Merci. avec vous. Mais effectivement, pour moi, donc après le Théraroa, et sachant que j'allais rester ici, je me suis dit: «Bon, bah, il faut que j'en profite», et donc j'ai décidé de refaire, heu, des projets ici de randonnée, et donc c'est exactement, comme ça que j'ai pu le faire. Donc j'ai commencé à travailler, c'était à la fin du printemps pour nous, donc en octobre. J'ai trouvé un job de saisonnier dans un vignoble, donc tout ce qu'il y a de plus banal, hein, quand on voyage, en Nouvelle-Zélande ou en Australie d'ailleurs. Et donc je me suis dit: «Bon, ben voilà, maintenant, je travaille, 3 mois à fond, je mets un maximum d'argent de côté, et en février, en été, et ben, je repars», et donc actuellement, c'est ça. Et donc
je ne sais pas si je pourrais faire la même chose en Europe. On en revient un peu à la notion qu'on a du travail et peut-être aux barrières qu'on Mmh. se met. Mais c'est sûr que ça me paraît beaucoup plus simple ici de faire des petits jobs saisonniers et de partir que si je rentre, bah, que ce soit en Belgique, en France, enfin, ou en Europe en général. J'ai plus de mal à m'imaginer parcourir les régions pour trouver des jobs saisonniers, travailler 3 mois et partir. Alors pourquoi? Et je suis en train d'essayer de déconstruire ça, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on a plus d'attentes vis-à-vis de moi quand je suis proche de chez moi pour avoir de nouveau un vrai boulot, mais avec des gros guillemets, hein, parce que je Mmh. pense que, au contraire, Ouais. je me sens plus utile maintenant que je travaille bah, dans le domaine on va dire, de l'agriculture au sens large, parce qu'au moins j'ai l'impression que ce que je fais, ça apporte, enfin voilà, concrètement, là, je suis en train de cueillir du raisin et concrètement, bah, dans quelques années, ce sera une bonne bouteille de vin et plein de gens pourront en profiter. Donc c'est, finalement, ça a aussi plus de sens que les derniers boulots que je faisais à Bruxelles, où j'étais derrière un ordinateur à faire des tableaux Excel. Bon, ben, au final, le sens, je le Ouais. trouve beaucoup plus dans quelque chose de concret que je fais avec mes mains. Hem, mais de nouveau, je digresse. Donc voilà, Non, mais actuellement, c'est intéressant c'est parce que, pardon, je non, non, je rebondis t'en sur prie. ce que tu dis, c'est vrai que tu vois aussi tout de suite le résultat de ton travail. Tu vois, quand j'étais en Nouvelle-Zélande, moi, typiquement, je travaillais sur une ferme laitière, et je trouve que la satisfaction du travail accompli, elle est immédiate, en fait. Parce que, parce qu'en fait, tout ce que tu fais, l'énergie que tu déploies dans ton travail quand il est manuel sur le terrain, ça se voit tout de suite, tu vois? Donc je suis assez d'accord avec ce que tu dis sur le sens et le fait que, quelque part, voilà, l'énergie que tu investis, va finalement bénéficier à quelqu'un, que ce soit à travers une bouteille de vin, de lait, un fromage. Ouais, Voilà, tout c'est à tout fait. bête, mais je me reconnais assez dans ce que tu dis. Ouais et puis, c'est marrant, je rebondis juste là-dessus, mais il y a aussi de nouveau cette réappropriation du temps, parce Ouais, qu'en travaillant sur le vignoble, voilà, j'ai vraiment commencé la saison beh, je te dis au début du printemps, donc il y avait rien, c'était à peine le enfin, ça commençait à repousser. Et puis là, maintenant, ben, c'est la fin de l'été, c'est les vendanges. Et donc, j'ai vu aussi toute l'évolution de ben, rien du tout à les vignes commencent à pousser, puis il y a la floraison, et ouais, puis il y a les raisins qui poussent, etc. Et c'est exactement le même sentiment que quand je marche au long cours et que tu marches pour plusieurs mois au travers des saisons. Ben, oui, tu redécouvres vraiment les saisons, des choses très, très simples qui sont, vraiment à l'origine de tout, mais dont tu n'as plus du tout conscience quand tu vis en ville, parce que, c'est éclairé 24 heures sur 24, que tu te lèves tous les jours à la même ouais, heure, et cetera. Quand je pars randonner ou quand je travaille dehors, et ben, l'heure du lever du soleil, a son importance. Clairement, je me lève, enfin, je randonne, beaucoup plus tôt en été et je fais des beaucoup plus longues journées en été qu'en hiver. Tout simplement parce que, beh, quand il fait noir à 16 heures, tu pas envie de marcher encore avec une lampe torche, pendant 3 heures. Donc c'est marrant aussi, enfin, il y a un peu un lien. Je me retrouve, c'est presque une continuité de mes randonnées, de travailler dans des choses, qui sont liées au sol et à la nature. mmh, Donc ça me convient bien. super. Super. Alors justement, parlant de randonnée, tu as évoqué plusieurs fois, un sentier qui, moi, me parle beaucoup, le Teraroa. Mais est-ce que tu pourrais peut-être, nous expliquer, enfin, nous décrire ses principales caractéristiques pour celles et ceux qui le connaîtraient pas? Avec grand plaisir. Alors le Te Araroa, donc c'est un sentier, longue distance en Nouvelle-Zélande. Le nom, est en fait, en maori, qui est donc, la langue des habitants, autochtones, hein, de la Nouvelle-Zélande, et ça signifie, le long chemin. C'est un sentier qui fait environ 3 000 kilomètres, qui traverse la Nouvelle-Zélande, les 2 îles de la Nouvelle-Zélande du nord au sud, donc de la pointe nord du pays qui est le Cape, Reinga, à l'extrême sud, le village de Bluff. C'est un sentier qui est intéressant parce qu'il parcourt, vraiment des paysages et des terrains très, très différents. Au nord, le point de départ, c'est sur la plage et on commence par environ une centaine de kilomètres, sur la plage. Ensuite, ça traverse, des forêts, heu, pluviales, enfin très denses, très vertes, très boueuses aussi. Ça passe, sur l'île sud par des montagnes avec, le point culminant est à 1 920 mètres, je pense.
Ça à travers aussi des terrains volcaniques puisque, la Mmh. Nouvelle-Zélande, est connue aussi pour ses volcans et donc ça passe par plusieurs parcs nationaux où il y a des volcans. Donc c'est très varié. Ça passe aussi, par, pas mal de villes, entre autres dans l'île Nord qui est la plus peuplée des 2. Hem et c'est un sentier qui entre guillemets «est assez jeune» dans le sens où, officiellement, il n'existe en tant que tel que depuis 2011, donc ça fait 10 ans, c'est très jeune. On le compare, parfois à ces, on va dire, grandes sœurs américaines que sont, le Pacific Crest Trail, l'Appalachian Mmh. Trail et le Continental Divide Trail. Mais la grande différence étant que, il est toujours en train de se construire, donc l'itinéraire n'est pas fixe, il change encore un peu d'année en année, alors pas beaucoup, OK. grossièrement c'est la même ligne, mais ce qui se passe, c'est qu'en Nouvelle-Zélande, il y a beaucoup, de terrains privés encore, qui sont souvent des fermes, donc il faut avoir des accords avec les propriétaires. Il y a aussi, parfois l'itinéraire change à cause heu de problèmes, on va dire, naturels. C'est-à-dire qu'il y a une maladie qui touche des arbres en Nouvelle-Zélande qui s'appelle Kauri dieback, qui touche des arbres natifs, que sont les kauris, et qui, comme c'est une petite bactérie qui est transportée, si les gens marchent dans la forêt où cette maladie est présente, en fait, ils vont la transmettre, la disperser, parce qu'ils Mmh. vont emporter avec eux sur leurs chaussures ou sur leurs vêtements cette petite bactérie et puis l'amener dans d'autres forêts. Et donc, actuellement, le chemin change souvent dans ces parties-là où il y a enfin, qui sont dans le nord de l'île du Nord, parce qu'ils essayent de contenir cette maladie. Et donc, pour éviter qu'elle se propage, certaines forêts sont fermées au public. Or, le sentier passait auparavant par ces forêts. Et D'accord. donc, voilà, il y a des choses qui sont encore en train de se mettre en place. Il y a certaines parties du chemin où c'est encore de la route. Il faut marcher le long de grandes routes, ce qui n'est pas le plus agréable. Mais d'un autre côté, c'est aussi magnifique parce que, étant donné que c'est un sentier très jeune, les Néo-Zélandais commencent à s'y intéresser beaucoup et donc ont envie de le partager, de le faire connaître. Donc il y a des gens enfin, beaucoup de volontaires, de bénévoles qui s'occupent de maintenance. Maintenant, j'ai des mots qui me viennent en anglais et pas en français. Maintenir. Oui, comment on dit? Mais la maintenance du sentier, ça se dit en français? Oui, ça se dit. Oui, l'entretien. L'entretien, merci, c'était le mot que je cherchais. Donc oui, de l'entretien du sentier, et cetera. Et ça fait que la communauté qui se construit autour de ce sentier aussi est très active et très, dynamique. Et donc voilà, donc ça permet de découvrir la Nouvelle-Zélande, de long enfin de long, pas en large, mais de long en long, on va dire. Et de rencontrer, plein de gens, c'est une expérience super intéressante puisque justement ça varie beaucoup en fonction de l'endroit où on se trouve. Donc l'île Nord étant beaucoup plus peuplée, on passe par beaucoup plus de villes, donc on rencontre beaucoup plus de personnes, et entre autres des locaux. Là où l'île Sud est plus sauvage, on est plus souvent en montagne ou dans des endroits reculés, on passe moins par des villes, donc il faut aussi porter plus de nourriture, et on est plus dans la montagne et le challenge, physique, voilà. Mais donc et c'est vraiment un sentier exceptionnel que je recommande à toute personne qui qui aime la marche et qui voudrait découvrir la Nouvelle-Zélande. Waouh! Oui, ça m'a fait me remémorer des petites randos que j'avais fait dans l'île du Nord par rapport à ce que tu décrivais cette maladie, dont j'ai plus le nom en tête, mais qui touche les Kaoris. Et je me rappelle qu'il y avait des sections entières de petits parcs nationaux qui étaient équipés de passerelles. C'est-à-dire qu'en fait, on marchait jamais, sur le sol de la forêt. Ouais, tout à fait, oui. Alors je crois que c'était aussi en partie parce que les Kaoris, de mémoire, ont les radicelles qui remontent vraiment à ras du sol, Tout à fait. et donc ça les endommagerait. Mais ouais, c'est intéressant. C'est un peu malheureux de voir qu'ils sont toujours en train de se battre avec cette maladie, qui touche les Kaoris, qui sont de très, très beaux arbres d'ailleurs, pour celles et ceux qui connaîtraient pas. C'est un petit peu les baobabs de la Nouvelle-Zélande, non? Comment tu Ouais, décrirais ça? alors, Énorme, très gros ouais, troncs, peu de tr feuillage? tout à fait, et très, très, très haut surtout. Alors Oui, c'est ouais. moins massif que des baobabs, mais c'est très haut, très, très très grand. Et en fait, c'est,
j'ai plus le mot en tête, comment on dit quand c'est typique d'un pays et qu'on le voit nulle part Endémique? ailleurs? Merci, endémique. C'est une espèce endémique de Nouvelle-Zélande, donc on les trouve qu'ici. Donc en fait, s'ils disparaissent ici, bah, Ouais, ils disparaissent de la surface de la ouais, Terre. ouais, ouais. Et oui, et c'est très beau de se balader dans ces forêts de kauri. Il y en a encore certaines qui sont accessibles, heureusement, entre autres grâce à ces passerelles que tu décrivais. C'est on se sent tout petit dans ces forêts parce que les troncs sont si grands et les feuilles ne commencent à pousser que très très haut. Et donc c'est hyper impressionnant. On regarde vers le ciel, on voit que Mmh. ces énormes troncs avec. Enfin oui, c'est très impressionnant. C'est presque des cathédrales qui s'élèvent Ouais, en forêt. Donc oui, il faut faire tout ce qu'on peut pour les sauver, donc respecter ces interdictions malheureusement, et on espère qu'un jour on viendra à bout de cette maladie. Heu, clairement. ouais. Clairement. Et alors, si on en revient au sentier, là, tu nous as bien fait rêver. Comment est-ce que ça se passe d'un point de vue, logistique? C'est-à-dire, est-ce que tu as l'obligation de dormir en refuge comme sur certains grands itinéraires? Tu vois, je pense au GR20 où, tu en tout cas, oui, enfin, théoriquement, enfin, c'est pas théoriquement, c'est tu n'as pas le droit de dormir ailleurs qu'à proximité immédiate des refuges. C'est la même chose sur le Terraroy? Ça dépend des sections? Comment est-ce qu'ils ont organisé ça? Ouais, alors ça dépend tout à fait des sections, OK. puisque, bon, c'est un itinéraire qui s'étend sur 3 000 kilomètres, donc forcément, c'est pas partout pareil. Donc dans alors en Nouvelle-Zélande, il y a différents types de terrain, on va dire. Il y a ce qu'on appelle du conservation land, qui est public, donc qui en fait appartient à l'État et sur lequel, en règle générale, on peut camper où on veut, en respectant évidemment les règles de base. Et ça, c'est principalement tout ce qui est parcs nationaux, parcs régionaux, et donc surtout dans l'île sud, par exemple dans les montagnes, généralement on peut camper où on veut. Donc ça, c'est super. Tu prends ta tente, tu trouves un chouette spot près d'une rivière ou d'un lac avec une vue de fou, Oh, le rêve. et voilà, et tu te fais plaisir. Après, il y a aussi beaucoup de private land, donc c'est des propriétés privées, mais qui parfois, ça peut être énorme, donc des grandes étendues de prairies ou de forêts qui en fait sont privées. Et c'est quelque chose, je pense, d'assez spécifique à la Nouvelle-Zélande, bah, lié à son histoire. Et donc dans ces cas-là, on ne peut évidemment pas camper où on veut. Et en fonction de où ces propriétés se situent, beh, soit on va devoir trouver un camping, soit on va devoir simplement aller jusqu'en ville parce qu'il n'y aura pas d'autre possibilité et aller en auberge de jeunesse ou de nouveau en camping. Euh, ou alors il y a euh, parfois des refuges également. Mais donc ça, c'est peut-être enfin, c'est la chose à laquelle il faut penser au préalable, c'est-à-dire que quand on se lance dans une section, si c'est une section où on peut camper n'importe où, bon, ben, finalement, pas besoin de préparer ça tellement à l'avance. Mais si Oui. on ne peut pas, et ben, il faut repérer au préalable, tiens, où est-ce que je peux dormir? Ça veut dire des journées de combien de kilomètres? Ah, est-ce que je préfère faire 45 ou 2 fois 20? Enfin, parce que parfois, on n'a pas le choix entre une toute petite journée ou une très longue journée. Et donc, ça demande un peu plus de préparation. Mais l'avantage, c'est que comme c'est un grand sentier avec ben, des randonneurs qui viennent de partout pour le faire, les ressources disponibles sont assez grandes et très facilement accessibles. Donc, bon, ben déjà, il y a un site internet, mais il y a aussi plein de communautés, donc avec les réseaux sociaux, des groupes Facebook où les gens échangent ben, leurs bons plans, leurs suggestions, leurs conseils. Il existe des notes officielles qui justement répertorient pardon, bah, tous les hébergements possibles en fonction de ce que vous préférez, camper, dormir en dur, dormir chez l'habitant, parce que justement il y a aussi ce principe qui est, qui est très commun, très populaire aux États-Unis pour les sentiers que j'évoquais tout à l'heure, qui est ce système de trail angels, donc anges du sentier, littéralement, qui sont donc des personnes qui sont également randonneurs ou pas, qui ont marché sur ces sentiers ou pas, mais qui ont envie d'apporter leur aide et qui le font de manière bah, gratuite généralement.
et c'est simplement, ça peut aller de tiens, le sentier passe devant chez moi, je vous offre le café quand vous passez, Mmh. ou bah, j'ai une chambre d'amis, venez dormir, prenez une douche, lavez votre linge, on vous préparera le Ah repas. génial. Et, enfin voilà, donc, et ça, c'est bon. En Nouvelle-Zélande, c'est encore, comme je disais, c'est un sentier jeune, donc ça se développe encore. Mais les Kiwis, comme on les appelle, donc les locaux, les Néo-Zélandais, sont, sont ravis de pouvoir accueillir chez eux des randonneurs, de pouvoir discuter de leur pays, de pouvoir éventuellement donner des conseils parce qu'eux-mêmes ont fait le sentier, ou parce qu'ils connaissent très bien la région. Et ça, c'est principalement dans l'île du Nord, puisqu'elle est, elle est davantage peuplée et on passe davantage par des villes et des villages, bah, que ça donne lieu à des rencontres géniales où 2 heures avant, tu n'avais pas connaissance de cette personne, et le lendemain, tu ressors de là avec plein d'histoires, des anecdotes. Tu as bu une bonne bouteille de vin et tu as mangé un bon repas avec eux. Ils te laissent leur numéro en te disant si tu as besoin de quoi que ce soit, tu nous appelles. Enfin, voilà, c'est Oh, génial, et ça fait partie aussi de cette aventure ouais. de marcher au long cours, je pense, parce que bon, ben, quand tu pars un week-end ou une semaine, tu n'as pas forcément le besoin, ni l'envie d'ailleurs, bah, d'aller comme ça chez des inconnus, parce que c'est un peu ta petite parenthèse en montagne, et tu es d'abord là pour profiter, on va dire, de la nature, et cetera. Mais quand tu pars sur plusieurs mois, bon, ben, et que tu prends une douche une fois par semaine parce que le reste du temps, ben, tu es, en pleine forêt ou en pleine montagne, quand tu es accueilli par des gens qui t'offrent tout, alors qu'ils ne te connaissent pas, bon, ben, c'est magique, et donc ça fait partie de l'expérience aussi. Mmh. Hem, beh, donc voilà, pour répondre à ta question logistique, c'est vraiment, ça dépend des endroits, mais il y a beaucoup de ressources qui Ouais. sont disponibles pour organiser ça. Et ça me permet de dire aussi une chose, assez, enfin, par rapport à Nouvelle-Zélande, qui est assez spécifique. Il y a, en Nouvelle-Zélande, un réseau, de cabanes non gardées, donc les huts en anglais, qui est assez formidable, et qui, je pense, est unique au monde, ou en tout cas développé de cette manière-là et à cette échelle. Je pense, enfin, j'ai jamais entendu parler de ça ailleurs. Donc c'est vraiment plein bah, vraiment des cabanes, enfin des refuges, mais qui sont donc pour la plupart non gardés, qui sont en accès libre, mais pour lesquels tu payes tu participes aux frais, mais c'est assez raisonnable. Tu as la possibilité soit de payer par nuit, soit d'acheter pour l'année un pass qui te permet d'accéder à plus de, je pense que c'est 900 cabanes Ah oui, éparpillées partout en Nouvelle-Zélande. Oui, c'est pour ça que je dis à cette échelle, je pense que ça n'existe nulle part ailleurs. ouais. Hem Et donc c'est principalement, c'est une cabane en bois. Certaines sont récentes et donc bien isolées, d'autres sont plus vieilles. Les plus vieilles d'entre elles, d'ailleurs, ne sont pas en bois, mais sont en métal, comme des petits hangars de ferme, avec quelques matelas, généralement un poêle à bois pour se chauffer, une table, des bancs. Hem, mais donc tu as cette, bah, cette certitude d'avoir toujours un abri où passer la nuit. C'est particulièrement intéressant en hiver, ou quand la météo n'est pas au beau fixe. Et donc enfin, c'est partout en Nouvelle-Zélande, parfois sur des sentiers très accessibles, parfois complètement dans l'arrière-pays, sans sentier, où si tu veux y accéder, ben, tu dois tracer ton propre chemin, et, et, euh, et être bien préparé pour, pour justement retrouver cette cabane. C'est aussi, bah, un super moyen de rencontrer d'autres randonneurs. Ça donne lieu parfois à des soirées très sympathiques, où on se raconte des histoires en buvant un thé chaud ou un whisky, ça dépend des circonstances. Mais ça, c'est vraiment une des découvertes que j'ai eues en Nouvelle-Zélande, et qui me fait aimer ce pays. Enfin, pour la randonnée, c'est merveilleux, parce que à la fois, bon, ben, ça donne des possibilités. Heu, je te dis, enfin, d'avoir un abri, et cetera. Mais surtout, parfois, ça te donne des idées de randonnée, simplement parce que tu ouvres la carte et tu te dis: «Oh, bah, il y a une cabane là, j'ai jamais été, et Ouais, si j'y ouais. allais?» Enfin, c'est fou. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est génial. Et sur l'île sud, bah, le Te Araroa passe par pas mal d'endroits où il y a des huts, justement, ces cabanes. Donc ça, c'est super, parce que aussi, en termes bah, d'organisation, tu sais que quoi qu'il arrive, tu vas avoir un endroit où passer la nuit. Il y en a régulièrement, donc tu sais que, ben, tu peux marcher jusqu'à la suivante, et puis ah ben, j'ai encore de la ressource, je vais encore marcher 2-3 heures pour atteindre la cabane d'après, ou alors bah non, je suis fatiguée, je m'arrête là.
Donc ce système de hut, c'est vraiment super et ça sur le Terraroa, ça simplifie aussi beaucoup les choses, heu et puis bon, beh, quand on est dans les montagnes, c'est sûr que tu peux aussi, simplement camper et bon et là, on en parlait Ouais. tout à l'heure, c'est l'hôtel, aux 10 000 d'étoiles, mais donc voilà, ça demande un peu d'organisation, mais comme c'est quelque chose d'officiel, il y a pas mal de ressources et au final, on s'y retrouve assez facilement. Super. Et c'est quoi la plus longue période que tu es passée du coup entre 2 huts ou juste généralement sur le Teraroa, sans pouvoir te ravitailler? Alors sur le Tararoa, la section la plus longue, c'était 8 jours pour moi, 8 jours, OK, sachant que dans ces quand cas-là, même. tu prends toujours enfin j'avais en fait 10 jours de nourriture parce que, Ouais. bah, il faut prévoir au cas où il y a un petit problème et que tu dois, attendre, une journée dans une hutte, parce que le temps est mauvais, sachant qu'en Nouvelle-Zélande, la météo est vraiment, imprévisible. Tu peux alors c'est pas le seul pays où c'est le cas, mais tu peux vraiment avoir les 4 saisons en une journée. Ça change très vite, d'autant plus quand tu es en montagne, parce qu'en général, déjà en montagne, ça change très vite. Ouais, donc en Nouvelle-Zélande, tu dois toujours être préparé à éventuellement, faire face, à une tempête, et devoir attendre une journée dans une hutte, donc avoir de la nourriture en plus. Il y a aussi pas mal de traversées de rivières, sur les sentiers, en Nouvelle-Zélande. Donc contrairement à l'Europe, j'ai l'impression où la plupart des rivières, il va y avoir un pont, si elle est assez profonde. En Nouvelle-Zélande, il y a des rivières où tu dois, les traverser, à pied, et ça va du petit gué, où tu peux, sauter de caillou en caillou, mais aussi, des rivières, plus larges, plus profondes, où parfois tu as de l'eau, jusqu'à la taille, et tu dois Ah oui, marcher sur 5-6 mètres, voire plus, pour arriver de l'autre côté. Et évidemment, après des pluies torrentielles, tu ne fais pas ça parce que c'est très dangereux. ouais. Donc c'est une des choses, qu'il faut, qu'il f qu'il faut connaître en Nouvelle-Zélande, et qui parfois t'oblige à attendre, justement une journée que le niveau de la rivière, baisse après, une grosse, averse. Donc toujours avoir 1 ou 2 jours de nourriture en plus, donc ouais, 10 jours de nourriture, c'était un sac assez lourd, je dois l'avouer. Et du coup, alors là, on rentre dans du très spécifique, mais pour tout te dire, je suis en train de préparer une traversée de la Suisse et jusqu'à présent, j'emportais généralement, tu vois, quand je partais, quand j'ai fait le GR20 ou mon trip sur le cercle polaire ou au Népal, j'emportais, du lyophilisé quand je savais qu'il y avait pas de possibilité de me ravitailler. Mais Mmh. j'aimerais bien changer et emporter des aliments enfin, un peu moins industriels, en tout cas. Donc je me pose toujours la question quand je vois des gens comme toi qui marchent sur des centaines, des milliers de kilomètres, qu'est-ce que tu manges exactement? Surtout sur cette section de, tu vois, de 8, 9, 10 jours, Ouais. qu'est-ce que tu emportes? Alors, donc effectivement, moi, j'emporte très peu de lyophilisés. Généralement, j'ai juste 1 ou 2 lyophilisés dans le fond de mon sac qui sont, en cas d'urgence. Ouais. Alors qu'est-ce que je mange? On va aller dans le très spécifique. Généralement, le matin, on est sur, de l'avoine. C'est, pour moi, le meilleur rapport, poids-énergie, que j'ai pu trouver, et donc je me fais, un porridge en rajoutant, des graines, des fruits secs, des noix, et donc simplement, en rajoutant de l'eau bouillante, en fait, et Mmh. ça tient bien au corps et c'est assez, nutritionnel, et alors certes, c'est peut-être un peu lourd, mais c'est le moins lourd que j'ai trouvé, et qui tient aussi bien, au corps, qui est facile à préparer parce qu'il y a 3 aspects importants dans la nourriture que tu prends en trek comme ça. Il y a évidemment, le poids, la valeur nutritionnelle et que ça ne te demande pas trop de combustible pour être préparé. Ouais. Parce qu'évidemment, tu dois aussi porter, bah, soit des petites bouteilles de gaz, soit de l'alcool à brûler en fonction du type de réchaud que tu utilises. Hem, ou alors, bon, il y a des gens qui ne mangent pas chaud, qui ne prennent pas de réchaud, mais ça, c'est une autre catégorie. Je ne fais pas partie de ce type de randonneur, pas encore en tout cas. Mais donc du coup, ouais, le matin, avoine, ça, c'est le top. Le soir, j'aime beaucoup le couscous, moi. OK. Parce que de nouveau pareil, c'est assez, léger, ça demande juste, un peu d'eau bouillante et je trouve que ça tient bien et je le pimpe, on va dire, avec, des tas de choses dedans. Donc je rajoute,
Des légumes déshydratés que je trouve, ici parfois dans les supermarchés ou en magasins spécialisés. Le top du top si tu as la possibilité évidemment, c'est d'avoir chez soi un déshydrateur et de faire ça, Mmh. soi-même. Ouais. Bon, mais sinon il y a généralement moyen de trouver des légumes déshydratés ou quelque chose, dans le genre. Les épices aussi, ça te change un repas. D'avoir, un peu de curry, un peu d'ail, je sais pas, un peu enfin, en fonction de ce que tu aimes ou des un mélange, d'herbes de Provence ou je sais pas, enfin, ça te change un repas aussi parce que j'ai remarqué que moi je fais partie des personnes qui ont besoin de variété dans leur repas, donc je peux pas manger tous les jours la même chose et en même temps, je ne peux pas non plus porter 45, types de Ouais. nourriture différentes. Donc le secret dans ces cas-là, c'est les épices. Tu changes les épices, tu as l'impression d'avoir un nouveau repas. Et donc, oui, je rajoute aussi, par exemple, des cacahuètes ou des raisins secs ou des lentilles. Ça, pour Mmh. les protéines, c'est pas mal. Donc les lentilles corail, c'est celles qui nécessitent le moins de cuisson. Et ma petite astuce dans ces cas-là, en fait, c'est que je mets les lentilles dans l'eau froide, je fais bouillir l'eau, puis je sais pas, je laisse bouillir peut-être pendant 30 secondes, 1 minute, je sais pas, puis je coupe mon gaz. Et je laisse simplement, les lentilles gonfler dans l'eau bouillante et j'attends, 10 minutes et puis elles sont cuites. Ça permet d'économiser, ton Ouais. combustible, mais de quand même, avoir quelque chose, qui a un bon apport nutritionnel. Donc ça, c'est pour le soir. Je dirais en général couscous lentilles, que j'agrémente de différentes épices et d'autres, petites choses pour le plaisir. Et alors, à midi, le déjeuner, c'est un peu le repas, où c'est le plus compliqué. Ici en Nouvelle-Zélande, j'ai surtout, mangé, ce qu'on appelle des wraps, heu, des espèces de tortillas là, tu sais Mmh mh. Mmh. dans lequel, je mets principalement, bah, soit du beurre de cacahuète avec, genre des flocons de noix de coco ou quoi, un truc qui tient bien au corps aussi. Parfois, quand les sections sont pas trop longues, pour les premiers jours, j'emporte du frais, genre, des poivrons, de l'avocat, du houmous, enfin ce genre de choses pour faire un truc un peu sympa. Mais évidemment ça ne marche que, pour les premiers jours, et quand tu dois pas porter, 10 jours de bouffe parce que Ouais. tu es, voilà. Mais donc ouais, le beurre de cacahuète, dans le wrap, c'est pas mal et puis, grignoter des noix et des fruits secs, le long de la journée, c'est ce qui marche le mieux pour moi. Après, je suis toujours OK. encore en train d'essayer des nouvelles choses, et heu et donc voilà, parfois tu essayes, ça marche pas et au fur et à mesure des années, tu apprends à te connaître aussi, à voir, ce dont tu as besoin en termes de quantité, de calories, de type de nourriture. Hem, mais je dirais que ça, c'est un peu ma base et surtout le chocolat pour le soir, très important aussi. Ah, merci, cool. Bon, maintenant que tu l'as mentionné, comme ça, j'ai une bonne excuse pour l'ajouter dans ma liste pour mes Ah prochains ouais, trips. non mais c'est indispensable. Je ne comprends pas les gens qui ne randonnent pas avec du chocolat Ouais, et on qu'on est vienne pas me d'accord. dire: «Mais ça fond» et cetera. Non, non, il y a toujours moyen. C'est indispensable. En tant que bonne Belge, je suis obligée de manger du chocolat de toute façon. Génial. Bon, super, c'est sur la liste. Non, mais c'est tout bête, mais tu vois, j'ai un peu l'impression qu'il y a 2 catégories de sportifs, en tout cas. Il y a ceux pour qui l'alimentation, c'est, fonctionnel, et puis il y a ceux qui l'utilisent aussi comme, bah, petit moment de plaisir et pour en avoir fait l'expérience, tu mentionnais, tu t'expliquais que toi, tu as du mal à manger tout le temps les mêmes plats. Moi, quand je suis parti au Népal, je m'étais dit que j'allais pas manger de viande parce que l'endroit où j'étais, ça fait aucun sens. Les gens sur place n'en mangent pas. Il y a, d'un point de vue religieux, voilà, il y a des complications qui font que la viande est transportée et abattue à des centaines de kilomètres, transportée, s'enchaîne du froid. Enfin bon, bref. Donc j'ai mangé pendant 3 semaines ce qu'on appelle des dalbats. Ah oui. C'est-à-dire, ce qui est relativement varié, hein, donc j'avais de la chance. C'est, en gros soupe de lentilles, un peu de riz, voilà, ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'au bout de 3 semaines, bah, j'avais un peu eu ma dose de dalbat. Donc c'est pour ça que je te demandais parce que sur 3000 kilomètres, tu on n'a pas parlé de combien de temps ça a représenté pour toi en termes de marche, mais ouais, enfin, j'imagine que varier la nourriture, ça a aussi un impact sur, à quel point est-ce que tu profites, de l'expérience, générale de la marche au long cours? Tout à fait, et alors bah, je pense que c'est très individuel, mais pour moi, c'est hyper important. Comme tu disais, la nourriture, c'est pas seulement fonctionnel, mais ça doit aussi être un Ouais. plaisir, ça doit être réconfortant quand on a besoin.
Enfin, c'est sûr qu'après une longue journée de marche, si en plus, il fait froid, il pleut et cetera, oui, j'ai besoin d'un truc bon qui me réconforte et enfin, c'est pas seulement pour reprendre de l'énergie, mais enfin si, c'est de reprendre de l'énergie, mais dans tous les sens du terme. Ouais. Hem Et donc effectivement, alors là, je t'ai donné, bon, ma base, mais j'ai évolué, enfin, j'ai changé aussi justement au fur et à mesure des 3000 kilomètres. J'ai testé plein de trucs, je suis passée, du couscous aux nouilles chinoises, aux pâtes, au riz, le matin, je suis passée de l'avoine à il y a un moment, j'achetais du pain parce que j'en pouvais plus de l'avoine, et donc c'était lourd mais j'avais besoin de changer, enfin voilà, j'ai un peu passé, Heu, j'ai testé plein de choses, et je me suis rendu compte qu'effectivement, j'avais besoin de varier. Principalement aussi en fait on en revient un peu à la logistique, mais sur l'île sud de la Nouvelle-Zélande pour le TRRY, il y a des endroits qui sont, très isolés et où on te conseille, d'envoyer, à l'avance tes colis de ravitaillement, Mmh. parce que c'est difficile de se ravitailler là-bas ou alors c'est très cher ou il y a très peu de choix et donc tu dois préparer, 1 ou 2 mois à l'avance ces colis. Alors déjà, c'est compliqué parce que tu dois faire tes courses, et acheter 30 jours de nourriture. Alors je pense que les gens qui étaient derrière moi, dans la queue du supermarché, se demandaient pourquoi j'ai acheté 10 pots de beurre de cacahuètes et 50 barres de céréales, mais soit. Hem et tu dois prévoir tous tes repas à l'avance comme ça et donc enfin, ça faisait déjà, 2 mois que je marchais ou 2 mois et demi que je marchais quand j'ai dû faire ces colis, et donc je me suis simplement dit, «Oui, bon, ben je vais prévoir ce que je mange maintenant et je vais le prévoir pour 4 semaines, dans 4 colis différents et ça ira très bien». Sauf que, lors du dernier colis, en fait, j'en avais marre de manger toujours la même chose. Il y avait plus de surprise. En plus, je savais ce que j'allais découvrir là-dedans. Enfin, c'était horrible. Et donc quand je suis repartie là, le mois dernier, je me suis dit, dans les colis que j'envoie à l'avance, il faut qu'il y ait de la variété, pas seulement, heu, enfin pour les différents repas, mais aussi pour les différents colis, pour que j'ai l'impression de encore découvrir quelque chose, de presque faire mes Ouais, courses au ouais. moment où j'ouvre le colis, et de toujours prévoir quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire pour justement avoir cette variété et un peu cet aspect de surprise et de réconfort, et donc oui, effectivement, il y a des gens pour qui c'est moins important. Enfin, sur les randonnées longue distance, tu commences à croiser pas mal de ce qu'on appelle les ultra light, hikers, qui sont ces randonneurs, qui sont vraiment à la recherche, d'avoir le plus petit sac possible, d'avoir un poids de base du sac à dos qui est très faible, et donc qui sont à la chasse de chaque gramme qui n'est pas indispensable. Et donc tu rencontres comme ça des randonneurs qui randonnent sans réchaud, qui mangent froid tout le temps, en faisant tremper Waouh! par exemple leur couscous ou leur avoine, pendant la nuit. Alors je suis très admirative de ces personnes-là, d'une part, bon, c'est génial, ils ont des sacs beaucoup plus légers, donc évidemment c'est moins dur pour le corps, ça leur permet de faire des plus longues journées, d'aller plus vite et cetera. Mais moi, à la fin de la journée, j'ai besoin d'un truc réconfortant, un repas chaud. Le Ouais. matin, j'ai besoin d'un café, surtout quand il fait froid, que tu as pas envie de te lever, voilà, un truc, réconfortant et je trouve que pour le moral, c'est important. Donc je pense que je ne pourrais pas, ne pas avoir ouais, cet aspect-là, dans mes randonnées. Mais ne jamais dire jamais, peut-être qu'un jour, Ouais, ouais. j'en reviendrai à ça. Super. Alors, bah, écoute, merci beaucoup pour ces précisions sur la nourriture. En tout cas, moi, j'ai quelques pistes maintenant que je vais pouvoir explorer, pour la suite de mes trips, donc c'est super d'avoir ton retour d'expérience. Et de façon plus générale, je regarde l'heure parce que je sais que tu vas devoir aller travailler à un moment donné. Ouais. Peut-être oui, peut-être pour finir là-dessus, qu'est-ce que toi tu retiens de ton expérience, sur le Terrarois, en particulier et peut-être l'itinérance, en général, que tu aurais envie de partager avec celles et ceux qui nous écoutent, qui seraient, ou pas, déjà des marcheurs? Hem, alors déjà, je pense qu'il y a beaucoup de gens, quand je les rencontre et qu'on en vient à parler de ça, qui me disent: «Waouh, moi je pourrais jamais faire ça» et cetera. Je pense que la marche a ce côté, génial que c'est accessible à tous, et qu'en fait, il suffit de commencer à marcher, de mettre un pas devant l'autre et ça ira. Je dis souvent que c'est pas une question de si on va y arriver, c'est plutôt quand on va y arriver, Mmh. parce que je pense que, voilà, c'est juste une question de, Heu, se connaître et savoir, être humble avec son corps et avec soi-même et commencer,
doucement par bah, ça peut être des petites étapes, des petites journées, des petites randos, enfin voilà, y aller, et qu'au final, en fait, petit à petit, on va pouvoir aller plus loin, aller, plus vite, aller plus haut, et faire des choses plus difficiles, mais à la base, c'est vraiment accessible à tous et il y a ce côté, heu bah, le corps est incroyable, le corps s'adapte, enfin, voilà, tu commences à marcher, tu as des courbatures de fou, tu passes une nuit et déjà ça va mieux. Enfin, c'est fou, la machine se répare elle-même, très simplement. Hem, donc il y a clairement, le fait que, beh, tu peux y arriver, et simplement, tu vas au fur et à mesure, tu vas pouvoir faire plus. Et il y a vraiment aussi, bah, enfin, c'est le thème du podcast, mais la résilience, s'adapter aux circonstances, s'adapter à soi et aux autres, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de ce type de périple. Hem, alors, enfin, je l'ai remarqué dernièrement, on n'en a pas parlé, mais après le Te Araroa, j'ai eu l'idée de repartir marcher ici en Nouvelle-Zélande et le mois dernier, donc j'étais dans cette traversée, que j'avais, cette fois-ci, dont j'avais construit l'itinéraire moi-même, et donc qui était une expérience très différente parce que beaucoup plus, solitaire. Et j'ai fait face parfois à des choses, un petit peu complexes où il a bien fallu que je m'adapte et c'est là que j'ai pris conscience, en fait, qu'on avait beaucoup plus de ressources que ce qu'on pouvait imaginer, Mmh. en nous, sans le savoir, et que quand on était face à l'adversité et au fait de ne pas avoir d'autre choix que de trouver une solution, et ben, on en trouvait toujours une. Et ça, c'est une leçon assez incroyable que j'essaye de garder dans ma vie de tous les jours. Et je ne sais pas pourquoi c'est plus difficile. C'est-à-dire que quand on est face à une difficulté, on a tendance à se dire ah non, mais c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Euh, et si je fais le parallèle avec mes randonnées, en fait, il y a des tas de fois où, que ce soit pour gravir un sommet, pour traverser une rivière justement, ou simplement parce que j'étais crevée, j'en pouvais plus, ou que je faisais face à bah, une situation un petit peu difficile, j'ai toujours trouvé les moyens de m'en sortir, d'y arriver, d'aller au-delà de la fatigue, d'aller au-delà de la peur, d'aller chercher en moi, et ben, les ressources nécessaires pour venir à bout de ces difficultés. Euh, et donc, en fait, il faut se faire confiance et il faut qu'on, enfin, accepte, enfin, c'est même pas accepter, mais se rendre compte qu'on a en nous la capacité de vaincre tout ça, de surmonter ces obstacles. Et c'est quelque chose qui me semble assez évident quand je randonne, mais qui devrait l'être tout autant dans la vie quotidienne. Et je pense que ça, c'est une belle leçon de ces périples où justement, en fait, on est capable de tellement de choses, mais on se met des barrières, on part du principe que ça va pas marcher, alors qu'en fait, on a toutes les cartes en main pour, pour que ça réussisse. C'est un super message. J'adore ce que j'adore ça, tu vois? Cette notion du fait qu'on a tous en nous cette capacité à surmonter, tout un tas d'obstacles, mais que, on le réalise pas forcément. C'est un très, très beau message. Écoute, merci beaucoup Béatrice. J'aurais adoré qu'on puisse échanger encore plus longtemps, mais, bon, il faut bien que tu ailles, travailler un peu pour mettre des sous de côté pour tes prochains trips. Ouais. Ouais. Mais en tout cas, ouais, un très, très, très grand merci. C'était juste génial. Moi, tu m'as fait rêver, voyager en Nouvelle-Zélande. Je repars avec pas mal de tips, notamment sur l'alimentation, donc c'est super chouette. Et puis, on a aussi parlé, tu vois, de notions de dépassement, de résilience, d'apprendre à se connaître, de reprendre le temps. Et je trouve qu'en ce moment, en tout cas, encore une fois, pour moi, ça fait vraiment du bien. Ça fait du bien à entendre. C'est super énergisant. Donc, bah, je te remercie une nouvelle fois. Je te souhaite une excellente journée, tout le meilleur pour la suite de tes trips. Je mettrai en description ton compte Instagram, c'est le mieux pour celles et ceux qui voudraient te suivre. Tout à fait. Alors, il est pas totalement à jour pour le moment, mais oui, Ok, c'est là où je poste le plus régulièrement, et où on peut avoir de mes nouvelles, donc c'est parfait. super. Bah, écoute, je mettrai ça. J'en profite au passage pour dire un grand merci et un petit coucou à Jeanlin qui nous a très gentiment mis en relation. Donc merci Jeanlin, c'est grâce à toi tout ça. Et bah, écoute Béatrice, je te souhaite tout le meilleur pour la suite.
Ben, merci beaucoup Loïc, c'était un plaisir d'échanger avec toi et ben, je me réjouis d'entendre les nouveaux épisodes des Frappés et je te souhaite bonne continuation dans tous tes projets. Merci Béatrice, salut. Salut! Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Les Frappés jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura intéressé, même inspiré pour vos différents projets, qu'ils soient pro ou perso. Je vous invite à nous faire parvenir vos commentaires, vos feedbacks, vos suggestions d'invités également, directement par email à contact@lesfrappés.com. Et enfin, si vous souhaitez nous soutenir dans cette aventure, n'hésitez pas à nous laisser une note sur les différentes plateformes d'écoute que vous utilisez, ainsi qu'un commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!